On ne le sait guère, mais Zola n'a pas été seulement un romancier de génie. Il a été journaliste et critique d'art. De 1865 à 1896, il a consacré 39 articles de presse à la peinture, ce qui représente plus de 500 pages, sans compter les analyses esthétiques pénétrantes auxquelles il se livre dès 1864 dans la lettre à Valabrègue dont nous avons parlé la semaine dernière. Ami de Cézanne, qu'il fait monter à Paris en 1861, il visite chaque année le salon, l'exposition officielle de peinture, et fréquente assidûment les ateliers. Tous les vendredis, il participe aux discussions passionnées du café Gerbois au Batignolles. « Je ne suis entouré que de peintres, écrit-il en 1867. Je n'ai pas ici un seul littérateur avec qui causer. » Ami de Manet, de Monet, de Pissarro, de Guillemet, de Renoir, de Basile, de Degas, il fait de la bataille impressionniste son premier combat. Les peintres ne s'y sont pas trompés. Après la publication de Mon Salon dans l'Événement en 1866, Cézanne et Renoir introduisent le journal dans leurs toiles, et Manet, dont il affirmait que sa place était marquée au Louvre quand il était de bon ton de conspuer sa peinture, lui consacre un superbe portrait en 1867. 3 ans plus tard, Basile évoque les liens de chaude camaraderie qui l'unissent aux artistes dans Mon atelier, et Fantin-Latour le montre aux côtés de Manet, Renoir, Basile, Monet et du peintre allemand Scholderer dans un atelier au Batignolles. Un préjugé tenace veut pourtant que Zola n'ait pas eu le tempérament artiste, qu'il n'ait rien compris aux précieuses fantaisies chromatiques des impressionnistes, parce que son œil voulait voir autre chose, la réalité sociale, quotidienne, vulgaire, grise. Ces lignes, qu'on peut lire dans l'Encyclopædia Universalis, témoignent des préjugés qui occultent encore aux yeux de la critique l'originalité et la clairvoyance de Zola. Car Zola ne s'est pas contenté de défendre Manet et les impressionnistes, il a intégré la peinture à son écriture, il en a fait l'outil privilégié d'une optique et d'un style. Dans tous mes livres, affirme-t-il, j'ai été en contact et échange avec les peintres. Les peintres m'ont aidé à peindre d'une manière neuve, littérairement. Nous voudrions donc montrer comment se construit la fabrique d'images du roman naturaliste à travers l'écran de la peinture. Rappelons brièvement, pour ceux qui n'ont pas assisté à la séance précédente, la théorie des écrans qui jette les fondements de l'esthétique naturaliste. Avec une étrange lucidité pour un jeune homme de 24 ans, Zola refuse d'emblée l'illusion réaliste et ses naïves prétentions d'objectivité. Il revendique la part de mensonge sans laquelle l'œuvre d'art n'existerait pas en tant que telle. Toute œuvre d'art, explique-t-il, est comme une fenêtre ouverte sur la création. Cependant, il y a toujours, enchâssé dans l'embrasure de la fenêtre, une sorte d'écran transparent à travers lequel on aperçoit les objets plus ou moins déformés. Les lignes, les couleurs se modifient en passant à travers ce milieu. L'écran, c'est le dispositif optique, le verre déformant, le prisme à travers lequel nous apparaît la réalité. Chaque époque, chaque classe sociale, chaque individu même a son écran particulier. L'écran classique renforce les lignes au détriment de la couleur. L'écran romantique, à l'inverse, exalte la couleur, mais il déforme les contours par les fulgurances du mouvement. Quant à l'écran réaliste, il se croit naïvement objectif. Pourtant, affirme Zola, si clair, si mince qu'il soit, il n'en a pas moins une couleur propre, une épaisseur quelconque. Il teint les objets, il les réfracte tout comme un autre. Loin de voir le monde dans une sorte d'innocence première, chacun le regarde donc à travers les modèles optiques et les codes visuels dont il est familier. Nous avons vu la semaine dernière que le théâtre d'ombre, le guignol et le panorama constituaient les écrans privilégiés des classes populaires. Et nous avons montré comment Zola intégrait à ses romans les instruments optiques et les machines à voir de son temps. Mais c'est bel et bien la peinture qui est l'écran privilégié de l'écriture zolienne.
car tous, quelle que soit leur classe sociale, ont quelque contact avec elle, par la visite au musée, comme les ouvriers de l'Assommoir, par les reproductions des journaux illustrés, comme le forgeron Gouget, voire, comme dans le ventre de Paris, par un store de charcuterie, peint sans doute par un rapin sans le sou, comme l'était Monet en 1865. Zola se livre en effet à une véritable sociologie du goût. Il met en scène le goût dominant, celui des parvenus, détenteurs du capital économique, social et politique, et l'oppose à celui des élites intellectuelles, privées de pouvoir, d'argent et de reconnaissance. Son Excellence Eugène Rougon démontre ainsi magistralement que les jugements esthétiques sont aussi affaires de politique. À travers le peintre Luigi Pozzo, c'est toute la métairie des beaux-arts qu'il fustige. Luigi Pozzo représente à lui seul tous les peintres classiquement indécents qui triomphent au salon. Son portrait de Clorinda Balbi, une aventurière italienne, est typique du goût des prétendants qui cherchent à singer les élites aristocratiques férues de culture classique. Il est inspiré de la Diane de Delaunay, présentée au salon de 1872. Clorinde pose ici devant Pierre Rougon, fils d'un marchand d'huile, devenu ministre d'Empire. Clorinde posait en Diane chasseresse, les cuisses nues, les bras nus, la gorge nue, toute nue, l'air tranquille. Et elle était vraiment superbe, avec son profil pur, son cou délié, qu'une ligne tombante attachait à ses épaules. Sa hanche gauche, légèrement avancée, la ployait un peu, la main droite en l'air, découvrant de l'aisselle au talon une longue ligne puissante et souple, creusée à la taille, renflée à la cuisse. Elle s'appuyait de l'autre main sur son arc, de l'air tranquillement fort de la chasseresse antique, froide, hautaine, immortelle. Très jolie, murmura Rougon, ne sachant que dire. La vérité était qu'il la trouvait gênante. S'il avait osé, il l'aurait critiquée comme un marbre dont certaine puissance blessait ses yeux bourgeois. Une envie d'homme brutal lui vint. Il dut s'éloigner pour ne pas céder à cette envie. Clorinde incarne ensuite la fameuse Vénus de Cabanel que Napoléon III avait achetée au salon de 1863, tandis que l'impératrice fouettait le déjeuner sur l'herbe de Manet d'un coup d'éventail au salon des refusés. « Vous avez assez vu » demanda Clorinde. « Attendez, voici autre chose. » Et brusquement, elle ne fut plus Diane, elle fut Vénus. Les mains rejetées derrière la tête, le buste renversé à demi, haussant les pointes des seins, elle souriait, ouvrait à demi les lèvres, égarait son regard. Elle était pelotonnée, s'offrant, se faisant désirable, d'un air d'amante soumise qui veut être prise entière dans un embrassement. Le nu à l'antique autorise en effet des voluptés bien élevées. Il permet la polissonnerie du rêve sous les faux semblants de l'idéal. C'est pourquoi le ministre vante chastement les grandes pensées que lui inspire la toile, en égrenant tous les poncifs du goût bourgeois, la primauté du dessin et le rôle subalterne de la couleur, le souci du modelé, les ombres qui donnent le relief, la décomposition du corps en beaux morceaux, le réalisme myope qui met tout son génie dans une oreille, et la vocation décorative de l'œuvre. Le peintre avait déjà couvert la toile entière d'un léger frottis rose, blanc, jaune, qui gardait des pâleurs d'aquarelle. Et la figure souriait d'un air joli de poupée, avec ses lèvres arquées, ses sourcils recourbés, ses joues frottées de vermillon tendre. C'était une Diane à mettre sur une boîte de pastilles. Rougon, que les tableaux ennuyaient d'ordinaire, était charmé. Il comprenait l'art en ce moment. Il porta ce jugement d'un ton très convaincu. C'est admirablement dessiné. « Et la couleur est excellente, » reprit M. de Plouguerne. « Très agréable, les seins. Celui de gauche, surtout, est d'une fraîcheur de rose. Hein, quels bras! Cette mignonne vous a des bras étonnants. J'aime beaucoup le renflement au-dessus de la saignée. C'est d'un modelé parfait. » Cependant, comme le peintre voulait finir une oreille, il pria Clorinde de reprendre la pose. Rougon en vint à déclarer que la couleur le laissait assez froid. Un beau dessin le satisfaisait pleinement, un dessin qui fut capable d'élever et d'inspirer de grandes pensées.
Quant à M. de Plouguerne, il n'aimait que les anciens. Il avait visité tous les musées d'Europe, il ne comprenait pas qu'on eût assez de hardiesse pour oser peindre encore. Pourtant, il avait fait décorer un petit salon par un artiste qui avait vraiment bien du talent. Il m'a peint des petits amours, des fleurs, des feuillages tout à fait extraordinaires, dit-il. Positivement, on cueillerait les fleurs. Et il y a là-dedans des insectes, papillons, mouches, hannetons, qu'on croirait vivants. Enfin, c'est très gai. Moi, j'aime la peinture gaie. L'art n'est pas fait pour ennuyer, conclut Rougon.